à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année. Pour commencer cette édition de votre journal télévisé local du jeudi 18 janvier, je vous adresse avec toute la rédaction du JT Lozère les meilleurs vœux de bonheur, de joie et de réussite à vous ainsi qu'à vos proches. Je vous invite dès à présent pour nous soutenir à liker, commenter et partager ce journal. Voici les titres. Histoire, nous fêterons en 2024 les 164 ans de la Croix-Rouge. En France, ce sont plus de 100 000 personnes, à la fois bénévoles, salariés et étudiants, qui s'investissent pour faire vivre cette association. Nous découvrirons dans le reportage de ce JT l'exposition des femmes et des ailes, réalisée pour garder en mémoire l'investissement des femmes auprès des victimes de guerre. Nouvelle année, nous poursuivrons ce JT par les vœux de Sophie Pantel, présidente du département, qui sont faits à tous les Lozériens. Salon de l'agriculture. Le trophée international de l'enseignement agricole est une épreuve à destination des jeunes apprenants qui se déroule pendant le Salon de l'agriculture pour mettre en avant leurs apprentissages. Nous retrouverons dans ce JT les élèves du lycée Rabelais à Saint-Chély-d'Apcher qui se préparent au concours depuis maintenant plusieurs mois. Accueil de nouvelles populations. Pour apporter un accueil personnalisé aux personnes qui obtiennent la nationalité française, Monsieur le préfet de Lozère a choisi d'éditer un recueil de 24 poésies et de 48 pages. Diocèse de Mende. Nous écouterons Monseigneur François Durand, qui vient d'être nommé par le pape François évêque de Valence dans la Drôme. Et enfin, pour terminer ce JT, nous parlerons du service public et plus particulièrement de la Poste, puisque pour faciliter l'adressage des envois postaux, la loi 3DS impose désormais à toutes les communes de nommer les voies et de numéroter toutes les maisons et constructions. En 2023, en Lozère, ce sont 617 voies qui ont été nommées. Je vous rappelle que vous êtes en direct du JT Lozère. Depuis sa création en 1859 par Henri Dunant, en Suisse, la Croix-Rouge est une association d'aide et d'assistance aux victimes de guerre. Cette année, à l'occasion des 164 ans du mouvement, une exposition nommée « Des femmes et des ailes » met à l'honneur à la médiathèque Lamartine de Mende la mémoire et le sacrifice des femmes qui se sont investies pendant les guerres. Un reportage d'Éric Michel. Qui avait pour but de venir en aide aux blessés de guerre. Donc la Croix-Rouge est née, on a l'habitude de dire, la Croix-Rouge est née sur un champ de bataille. Des femmes et des ailes, une exposition initiée par la Croix-Rouge a été inaugurée le 13 janvier à la médiathèque de Mende. La Croix-Rouge française organise cette exposition qui a été conçue depuis un certain temps maintenant, mais tout particulièrement cette année, puisque cette année en 2024, nous allons fêter les 160 ans de la Croix-Rouge française. Et donc c'est l'occasion de faire le tour des localités et de présenter cette exposition qui retrace pratiquement les 160 ans de vie de la Croix-Rouge française. Et avoir des femmes aussi incroyables qui ont participé à la vie de la Croix-Rouge française pendant les guerres de 39-45 jusqu'à la guerre d'Indochine-Algérie, il fallait que cette exposition soit montrée, soit connue pour faire vivre leur mémoire et leur sacrifice quand ça a été nécessaire. Les IPSA sont des infirmières, pilotes, parachutistes, secouristes de l'air. Une exposition passionnante qui vous est proposée par la délégation territoriale de la Lozère et la délégation régionale d'Occitanie qui s'est engagée depuis 2 ans dans un inventaire de son patrimoine, archives et objets, afin de sauvegarder la mémoire de l'association sur le plan régional. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup parce que on nous a donné un héritage, en fait, et cet héritage, il faut le perpétuer. Voilà. Parce qu'on ne peut pas oublier ces gens qui ont tellement donné à la Croix-Rouge. Parce que la Croix-Rouge, elle n'est pas connue. Elle est connue, mais vous-même, vous me dites, vous ne savez pas ça. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'a fait la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, c'est innovant. La Croix-Rouge, elle est là, elle fait des choses, et puis après, l'État s'aperçoit que c'est bien ce qu'on fait, et puis après, ça se généralise, et puis après, on n'a même plus besoin de nous, des fois, pour un certain domaine. Mais nous avons été à l'initiative au départ. Et ça, c'est ce qui est important. S'occuper des blessés au départ des guerres, c'est l'initiative d'Henri Dunant, le fondateur. Créée en 1864 par le philanthrope suisse Henri Dunant, la Croix-Rouge et l'armée ont une histoire commune et indissociable. Parmi les actions méconnues, l'engagement dès 1934 de femmes infirmières qui ont constitué la section aviation de la Croix-Rouge française, et ce jusqu'en 1984. Leur tâche première était d'être soignantes en vol ou pilotes d'avions sanitaires. Et il y a eu 300 infirmières à l'époque, 14-18, qui sont décédées, soit par maladie,
soit par la guerre elle-même. Et puis, ces femmes se sont de nouveau investies, alors elles sont allées plus loin, profitant de l'arrivée de l'avion. Elles ont dit ça peut être un moyen de pouvoir transférer les blessés de divers pays pour les ramener, pour les soigner. Parce que pendant ces guerres, il y a eu l'avion, mais il y a eu aussi l'arrivée des trains où elles ont tenu l'infirmerie de gare, pour recevoir les blessés, pour s'occuper des blessés. Disons que la Croix-Rouge a été imprégnée, je dirais, depuis sa création, pour s'occuper des blessés militaires. Voilà. Aussi incroyable que cela puisse paraître, sur certains théâtres de conflit, des soldats blessés mouraient par manque de prise en charge médicale. Les IPSA se rendaient au plus près des champs de bataille avec leurs coucous afin de soulager la souffrance et, entre guillemets, restaurer le corps humain. En tant qu'infirmier, je trouvais ça très important de pouvoir montrer cette partie de la Croix-Rouge française au public, partie qui n'est pas connue ou méconnue du grand public. D'abord, si on remonte beaucoup plus loin, déjà, guerre de 1870, 14-18, les femmes ont été engagées à la Croix-Rouge. En 14-18, 68 000 infirmières Croix-Rouge, et qui ont fait, en plus de ces femmes, il y a les autres femmes qui ont fait tourner le pays. Parce que les maris ou les frères ou les enfants étaient à la guerre, et elles se sont occupées du pays, et notamment de s'occuper des blessés, puisque c'est l'histoire de la Croix-Rouge, de s'occuper des blessés. Et la liste est longue de celles qui sont allées jusqu'au sacrifice, se dévouant aussi bien au plan civil que militaire, plongées dans cette ambiance aéro. Et parce que sinon, au départ, on n'aurait pas fait cette exposition, parce que pour moi, les IPSA, c'est national, c'est-à-dire c'est toute la France. Mais et donc nous avons réveillé les consciences, en fait. Et maintenant, on parle de nouveau des IPSA et j'espère qu'on en parlera longtemps de ces femmes. Avec les années, de nouvelles fonctions leur furent attribuées. Assistantes sociales ou infirmières sur des bases aériennes, elles participèrent à la fin de la Seconde Guerre mondiale à la recherche des aviateurs abattus ou disparus. De plus, elles assistèrent les équipages à bord des avions qui rapatriaient les prisonniers en très mauvaises conditions physiques et morales. Si certaines infirmières furent recrutées comme convoyeuses par l'armée de l'air, d'autres furent parmi les premières hôtesses de l'air des compagnies aériennes françaises. Et donc la Croix-Rouge est née sur les champs de bataille, et au fil des années de la bataille, on a évolué vers le champ social, et au passage, on a eu beaucoup d'innovations qui ont été créées par la Croix-Rouge, comme les écoles d'infirmières, où la Croix-Rouge a participé énormément à la création des écoles d'infirmières, et aussi, on le sait moins, aux hôtesses de l'air. Vous voyez, donc les femmes étaient toujours présentes au sein de la Croix-Rouge, et elles le sont encore beaucoup. Au sujet du drapeau de la Croix-Rouge, saviez-vous qu'historiquement, ce sont les couleurs inversées du drapeau suisse, patrie d'origine de son fondateur, et qu'à ce jour, il est décliné en 3 emblèmes, la croix, le croissant et plus récemment le diamant, toujours sur fond blanc. Quand vous voyez la Syrie actuellement, les prisonniers qu'on a libérés, qui c'est qui les a amenés? C'est la Croix-Rouge avec le drapeau, l'emblème. Parce que l'emblème, c'est le protecteur. C'est pas un logo, la Croix-Rouge. C'est un emblème, le protecteur que l'État nous a confié. Le hasard veut que cette exposition coïncide avec les 80 ans de la libération de Mende, une exposition remarquablement documentée à découvrir jusqu'au 31 janvier à la médiathèque Lamartine de Mende, pour que l'action exemplaire de ces femmes, élites de la Croix-Rouge française, ne soit jamais oubliée. Ce mois de janvier est l'occasion pour tous nos élus de faire le bilan de l'année passée, mais aussi de transmettre leurs vœux les plus chers à la population. Pour l'occasion, Sophie Pantel, présidente du département de la Lozère, a invité le 11 janvier dernier de nombreux élus, dont notamment le préfet de Lozère, la sénatrice, les élus des départements ou encore les chambres consulaires. L'objectif était de faire le bilan et de présenter le programme à venir sur la transition écologique et le bien vivre ensemble. Un reportage d'Éric Michel. Après Saint-Chély l'an passé, Sophie Pantel, la présidente du département, et son équipe avaient donné rendez-vous à Langogne le 11 janvier pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Après avoir donné la parole aux élus, aux chambres consulaires et à la région par la voix de Bernard Bastide, très en forme ce soir-là, ce fut au tour du député lozérien Pierre Morel-L'Huissier de rappeler qu'aussi bien que la sénatrice, il porte la parole de la Lozère à Paris pour des enjeux aussi importants que la mobilité, les énergies ou encore les enjeux de la loi ZAN. À son tour, Philippe Castanet, préfet de la Lozère, de dresser le bilan annuel, dont un volet financier avec un record de près de 182 millions d'euros engagés par l'État sur des actions lozériennes en 2023.
Sophie Pantel a ensuite pris la parole pour rappeler que si le département est l'un des plus petits de France, il se distingue par son dynamisme, l'augmentation de la population, la maîtrise d'un budget serré et ses projets structurants pour les années à venir, et ce malgré un contexte compliqué tant au niveau international que national. Ce qui fait la force du département, selon le constat fait par Sophie Pantel, c'est le travailler ensemble pour faire évoluer la Lozère. Alors on a toujours nos deux piliers, donc le bien vivre ensemble et le deuxième pilier c'est la transition écologique. Alors autour du bien vivre ensemble, on va retrouver toutes nos politiques que l'on mène en faveur des solidarités humaines, les personnes âgées, personnes handicapées, les personnes vulnérables, l'insertion, mais aussi en faveur de la jeunesse, nos collèges, tout ce qui touche à l'attractivité, la politique Lozère Nouvelle Vie, la démographie médicale, enfin voilà, ce sont le soutien au sport, à la culture, enfin tout ce qui fait qu'on vit bien ensemble, le travail sur le logement, sur le foncier, sur voilà, tout ça. Et puis la deuxième partie, mais qui est peut-être se voit moins, mais qui pour moi est essentielle pour l'avenir du département, c'est la question de la transition écologique. Et donc là, on a quand même trois gros chantiers. Le chantier logement avec les assises communes, avec l'État. Autour de l'eau, on continue à décliner les assises de l'eau. Et cette année, donc, on va se lancer dans la construction de réservoirs. Alors, on a déjà fait beaucoup de choses. Mais il faut qu'on franchisse un cap en sachant que l'idée, c'est de pouvoir donner cette eau pour l'élevage, pour la DFCI, la défense incendie, et de soulager en période d'étiage en fait, les réseaux d'AEP. Sophie Pantel aura aussi réaffirmé son attachement au corps des sapeurs-pompiers avec des projets structurants pour améliorer la réponse opérationnelle. Si 2024 marque la fin du déploiement de la fibre, ce sont des chantiers de fond qui seront menés, sans omettre bien entendu le soutien aux collectivités. Et puis on est sur un gros projet, mais je ne peux pas tout dire là aujourd'hui, tout de suite, maintenant, parce que d'abord on l'annoncera avec celles et ceux qui travaillent avec nous, c'est-à-dire des chefs d'entreprise lozériens et qui sont prêts à investir à nos côtés. On est sur un projet énergie. Aujourd'hui, on peut plus. Je pense qu'il faut qu'on ait une action volontariste sur la question de l'énergie, déjà sur de l'autoconsommation. Mais on est un peu plus ambitieux que ça et on espère aller plus loin, se servir finalement de cette loi qui permet aujourd'hui l'ouverture du marché pour pouvoir se dire on peut peut-être aider en tout cas les Lozériens et les Lozériennes, les entrepreneurs, les commerçants, les artisans à payer peut-être un peu moins cher leur énergie. Des annonces en ce sens vont être faites dans quelques semaines. Note de la rédaction, dans le cadre du projet Énergie pour la Lozère, un vaste projet de production photovoltaïque devrait se concrétiser dans l'est du département. Pour mener à bien les projets comme la mobilisation concernant la contractualisation d'impact territorial, la mobilisation sur les questions du logement, la préservation de la ressource en eau ou encore la transition énergétique, le département est accompagné par l'État ainsi que par la Banque de la transition écologique. Autre point important, la démographie est positive en Lozère avec un vario à plus 0,6% sur les 5 dernières années. Si la démographie naturelle est effectivement à la baisse, avec 2 décès pour une naissance, le dynamisme économique du département inverse la tendance. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on est quand même en positif, alors même que l'on a un solde naturel qui s'aggrave, qui est extrêmement négatif. Et donc ça veut dire clairement qu'on a une attractivité résidentielle et qu'on a des gens qui arrivent d'ailleurs et qui s'installent et qui nous permettent en fait de compenser le solde naturel qui est négatif. Voilà. Et quand on regarde les chiffres au niveau national, sur les 5 dernières années, c'est plus 0,3 la France. Donc je ne dis pas que c'est bien parce que moi je considère que l'enjeu sur la démographie reste essentiel et c'est un enjeu encore sur lequel nous devons tous œuvrer. Mais en tout cas, on a aujourd'hui inversé la tendance et on continue à avancer sur cette thématique-là. Et notre département, il est aujourd'hui attractif, ce qui n'est pas le cas peut-être de d'autres comme la Meurthe-et-Moselle ou la Côte d'Or, pour en prendre à gauche et à droite, qui ont certes une augmentation de la population, mais grâce à leur solde naturel et pas à l'accueil de nouvelles populations.
Autre point crucial pour la présidente, un budget serré impose un budget maîtrisé. Moi, j'ai une gestion extrêmement rigoureuse. L'objectif, c'est d'avoir une section de fonctionnement la plus resserrée possible qui nous permet de dégager de l'épargne brute et qui nous permet d'investir. Et pour nous, c'est essentiel de garder une section d'investissement haute parce que c'est le soutien aussi aux emplois privés. Alors, on n'a jamais assez parce qu'on a des transferts cachés, on a des pertes de recettes, on a des décisions qui s'imposent à nous et que l'on doit payer. Comparativement à d'autres départements, la Lozère a une situation favorable, notamment via un budget qui a pu être bouclé, ce qui permet, au-delà des compétences obligatoires, le financement serein des engagements pour les sections d'investissement, ce qui pérennise les compétences optionnelles et choisies. Je pense que ce qui fait l'ADN en fait, de notre collectivité, et en tout cas c'est ce que moi j'essaye d'impulser en tant que présidente, c'est que tout seul on n'arrive à rien. Donc derrière nous, il faut embarquer tous les acteurs du territoire, il faut savoir se faire aider au niveau national, à tous les échelons. Et c'est ce qu'on réussit à faire. On est le petit poussé quand même. Enfin, moi quand je dis aux collègues qu'on a 160 millions de budget, ils me regardent mais avec des yeux en me disant mais comment tu fais quoi, voilà. Mais pour autant, avec peu de moyens, finalement, ça oblige à innover, à chercher des partenariats autres. Voilà. Et c'est une force et une richesse. Enfin, parmi les grands rendez-vous, les JO 2024 auront une place en Lozère avec plusieurs temps forts, dont la possibilité offerte à 500 jeunes lozériens de se rendre sur les épreuves olympiques et paralympiques. Donc moi, le vœu que je fais, c'est qu'on continue tous travailler dans le même sens pour anticiper l'avenir et permettre à chacun de vivre du mieux possible sur notre département, même si je n'ignore pas celles et ceux qui sont en difficulté. C'est notre compétence et je vois assez passer de dossiers difficiles. Mais je pense qu'on a plein d'atouts. Il faut qu'on continue d'œuvrer tous ensemble. À l'issue des vœux, l'association Kiwanis, par l'intermédiaire de sa présidente, a remis un chèque de 1 500 € au profit des 300 enfants confiés au département dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Les prochains vœux se dérouleront dans la capitale cévenole, Florac. Après Ouba, la cimentale du lycée agricole de Saint-Chély-d'Apcher qui a porté haut les espoirs des élèves pour gagner le concours du TIEA au Salon de l'Agriculture à Paris durant 2 ans au moins, c'est désormais une nouvelle équipe et une nouvelle vache, Panama, qui vont relever le défi cette année. Un reportage de Marion Guibaudot et d'Éric Michel. 7 élèves du lycée agricole de Saint-Chély-d'Apcher se préparent activement pour la 23e édition du TIEA, ou Trophée international de l'enseignement agricole. Chaque année depuis son lancement, il y a une vingtaine d'années, le lycée agricole envoie une équipe affronter des élèves venus de toute la France et dont les épreuves se déroulent lors du Salon international de l'agriculture à Paris. Ce concours permet aux élèves en enseignement agricole de montrer leur savoir-faire à un large public. Donc notre équipe est composée de 4 bacs pro. Donc il y a Camille, il y a Jérémy, Kylian et Samuel. Et nous sommes donc 3 staffs. Donc il y a Marion, Lola, Emeline, moi-même. Le TIEA se déroule en 4 épreuves. Une épreuve de communication, la manipulation d'un bovin en toute sécurité, la présentation sur le ring et la notation du comportement des apprenants sur le Salon international de l'agriculture. Les 7 élèves ont décidé de construire leurs épreuves autour de Panama, l'une des vaches de race cimentale présentes sur l'exploitation du lycée agricole. Donc notre vache c'est Panama, elle a eu 4 ans cette année, elle est née en novembre, elle est à sa 2e lactation. On l'a choisie par rapport à ses atouts en tant que vache. Donc on peut voir qu'elle a des aplombs solides, qu'elle a quand même une belle mamelle. Donc notre vache c'est une cimentale française. Elle est réputée pour son caractère un peu têtu mais elle est très docile. Travaillant d'arrache-pied depuis octobre, le groupe d'élèves très motivé et choisi par les enseignants parmi de nombreux candidats espère bien gagner face aux élèves venus de 40 établissements et de 29 départements qui présenteront 53 vaches et veaux. Une belle expérience pour le groupe qui a hâte de se retrouver à Paris sur le ring. Si certains avaient déjà parcouru les couloirs du Salon de l'Agriculture en tant que visiteurs, c'est la première fois que tous se retrouveront dans l'arène des concurrents. Alors cette année, notre thème c'est être éleveur de bovins demain. Donc voilà, c'est ce que nous allons aborder tout au long du salon. Même si on ne s'y destine pas forcément exactement dans le corps de métier, mais en tout cas on est tous passionnés par ce métier et c'est aussi pour ça qu'on est réunis ici. Saviez-vous que M. Philippe Castanet, qui est préfet de Lozère, est un passionné de poésie ? C'est en travaillant en étroite collaboration avec la maison d'édition lozérienne L'Ours de Granit que le projet d'édition d'un recueil de poésie a pris vie.
La volonté dans ce projet est de pouvoir offrir aux néo-français qui viennent d'être naturalisés une ouverture sur la culture française. Pour l'occasion, ce recueil regorge de nombreux clins d'œil, tels que 24 poèmes en référence à l'année 2024 ou encore 48 pages en référence au numéro 48 du département de la Lozère. Un reportage d'Éric Michel. Culturellement, l'idée est audacieuse. Elle nous vient du désir du préfet Philippe Castanet d'offrir aux nouveaux Français pas seulement leur décret ou le texte de la Marseillaise, mais de leur offrir un recueil de 24 poèmes d'auteurs majeurs. Cet ouvrage a pour but de leur témoigner l'importance et la considération de la France à leur égard. Je ne suis pas en train d'écrire un best-seller. J'essaye d'enrichir les cérémonies de naturalisation et de donner envie aux nouveaux Français de se sentir, de découvrir la littérature pour se sentir encore plus ou totalement français. Pas encore plus, totalement français. Et du premier coup, dès leur arrivée en nationalité française. C'est aussi un choix qui est fait d'aller vers une intégration très forte. Voilà. C'est ça qui est essentiel. Pour Philippe Castanet, cette envie et ce symbole fort étaient devenus une évidence. Ce cadeau littéraire est un recueil de poèmes magistraux d'auteurs reconnus et d'autres plus confidentiels dont la période se veut couvrir plusieurs siècles de l'histoire de France. Il fallait commencer par un ouvrage plus accessible. Alors rassurez-vous, les poésies sont de très grandes poésies et les sanglolons des violons monotones ne sont pas une poésie secondaire. Ils parlent beaucoup. Et Liberté, j'écrirai ton nom. Voilà, c'est du français qui n'est pas du français pour débutants, mais c'est du français accessible. Et c'était ça qui était aussi important. Du plus ancien poème, Le renard et le reflet de la lune, de Marie de France, qui est lisible par un étranger, jusqu'au poème De cet amour ardent, je reste émerveillé d'André Chédid, le recueil rassemble des poésies d'hommes et de femmes français, de naissance ou pas, et qui ont marqué l'histoire de notre pays. À créer ce recueil, je me suis rendu compte que il n'y avait pas l'équivalent aujourd'hui sur le marché, tout le moins je ne l'ai pas trouvé, ou je l'ai trouvé chez un homme illustre, Georges Pompidou, mais c'est un recueil savant. Même s'il est accessible, il est trop savant pour être offert aux nouveaux Français. Donc non, il y a un champ ouvert, là, si tant est que la poésie retrouve un peu son lustre. Il y a peut-être un créneau de publication pour les quelques années à venir. Pour mener à bien ce projet qui comporte des symboles comme 24 poèmes pour 1924-2024, centenaire des Jeux Olympiques, les poèmes sont édités sur un format de 48 pages. Philippe Castanet s'est attaché des conseils avisés de la maison d'édition lozérienne L'Ours de Granit. On est parti du projet du préfet lui-même, bien sûr, de M. Castanet. Donc à partir de là, il a fallu élaborer un nouveau, entre guillemets, projet, parce qu'on n'a pas tout changé, mais on a quand même fait évoluer le projet. Et ensuite, il a fallu le fabriquer, et ça, c'est ça qui est le plus long. Et le fabriquer tous ensemble. Si l'association franco-italienne L'Ours de Granit est une jeune maison d'édition avec 3 collections à son actif, Philippe Castanet les a choisis pour l'expérience et la pertinence des conseils. L'idée était d'apporter un cadeau qui soit aussi une marque d'entrée dans la littérature française et quelque chose qui permette tous les jours de progresser dans la connaissance du pays. Et la poésie est marquant le plus profond de l'âme humaine, c'est un outil d'aide à la compréhension de ce qu'est la France. Et chaque livre a un peu, celui-là, une tonalité sociale et qui nous plaît beaucoup, évidemment, on ne va pas dire le contraire. C'est pour nous un ouvrage très important et qui symbolise bien ce que nous voulons faire, je pense. Les premières réunions ont eu lieu en juin dernier. Il aura fallu moins de 6 mois pour finaliser le projet. Et c'est un beau cadeau parce que, comme disait très bien M. Castanet, ça s'adresse à tout le monde vraiment. Et ça a été notre idée aussi, notre objectif, à toute la famille, à tout type de gens, à des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, des grands, des petits, des très cultivés, des pas du tout. Donc voilà. Et ça, on espère que ça va passer ce cadre-là, bien sûr. C'est exactement ça. Et donc, on a alterné images, photographies, dessins, pour rendre l'ouvrage agréable. Et puis parlant, voilà. Vous avez raison, chaque dessin parle en lui-même. Et la couverture est très symbolique. L'hexagone, voilà, la mer, la plume, le bleu, le rouge, le blanc, elle est très symbolique et elle est un concentré de ce qu'est la France.
Les illustrations se veulent simples, mais avant tout subtiles à l'image de la couverture. Elles sont des créations de l'artiste lozérienne Cindy Soula. Ouais, c'est vrai qu'au début, on ne réalise pas trop la portée du travail. Et puis finalement, quand on voit que c'est envoyé à toutes les préfectures de France et que ça va être donné à des futurs naturalisés français, oui, on réalise un peu plus. Je pensais tout à l'heure, j'en parlais avec un ami qui est aussi issu de famille immigrée, si on peut dire. Mon mari était étranger, a été naturalisé. Et donc pour moi, voilà, il est décédé maintenant, mais je pense beaucoup à comment il aurait reçu ce livre-là. Et comment mes enfants le reçoivent dans ce contexte-là. Et ça, c'est un vrai plaisir, bien sûr. L'œuvre est soutenue par le ministère de l'Intérieur. Cette première édition est tirée à 5000 exemplaires distribués gratuitement. Elle est entièrement financée par l'État et ce à la suite d'un appel à projet ministériel visant à moderniser les cérémonies de naturalisation. L'idée de la poésie a séduit, comme je le disais, le ministère de l'Intérieur. Elle a séduit ceux qui ont contribué à l'ouvrage. Moi, je ne suis que le modeste rassembleur de textes. Mais elle a séduit parce qu'effectivement, elle est apparue comme étant un très beau cadeau. Très beau cadeau et un très bel outil d'intégration. Pour le moment, nous avons commencé par un tirage à 5000 exemplaires, d'où l'expression galop d'essai qu'a utilisé tout à l'heure monsieur le préfet. Mais si l'on devait éventuellement préparer un ouvrage qui soit distribué à tous les gens qui prennent la nationalité française, ça serait facilement autour de 100 000 exemplaires. L'idée, elle vient de Philippe Castanet parce qu'il il a présidé les cérémonies de naturalisation, mais derrière, soyons clairs, il n'aurait pas vu le jour sans cette cohorte de personnes qui ont cru à l'idée et qui ont travaillé tout autant que moi. En réalité, c'est une œuvre collective. Celui qui a l'idée, il apporte un élément déterminant, mais honnêtement, ça ne suffit pas. L'ouvrage était à disposition des préfectures et l'engouement des commandes en atteste, s'il en était besoin, que cet ouvrage était attendu et c'est de bon augure pour une version complétée qui proposera 40 poèmes dans une version ultime. Un vrai petit ouvrage qui va tenir et qui sera d'ailleurs peut-être dans beaucoup de familles le seul ouvrage de poésie qu'elles auront jamais eu, parce que je me demande combien de familles françaises ont un seul recueil de poésie chez elles. L'ancien vicaire général au diocèse de Mende, Monseigneur François Durand, a été nommé pendant la période des fêtes évêque de l'Église catholique de Valence dans la Drôme par le pape François. Un reportage d'Éric Michel. L'embargo du Vatican était bien gardé. La presse était conviée le 5 janvier à midi pour prendre connaissance du secret pontifical, à savoir que sa sainteté le pape François a nommé évêque de Valence monsieur l'abbé François Durand. Eh bien, 2 évêques en Lozère, il y a 10 ans, c'était Monseigneur Francis Bestion et aujourd'hui, le pape vient de nommer Monseigneur François Durand, évêque de Valence. Je crois que c'est très important de vivre cette culture de la rencontre à laquelle nous appelle le pape François. Ici en Lozère, moi c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je veux vivre aussi dans la Drôme. Et notamment, première rencontre, ça va être avec des personnes diverses solidaires, donc des personnes qui sont dans la rue et qui sont accueillies par des paroissiens. Né en 1973 au Puy-en-Velay, Monseigneur François Durand aura été ordonné prêtre le 30 juin 2002 pour le diocèse de Mende. La Lozère, je suis d'ici, hein. C'est ici que j'ai grandi, c'est ici que je suis né à la foi aussi, que j'ai été façonné prêtre par les Lozériens, les Lozériennes, aussi bien de la paroisse de Saint-Chély et d'Apcher, qu'ici à Mende, Langogne, d'où je suis originaire. Donc c'est vrai que la Lozère fait partie de ma vie, hein. J'ai la Lozère dans le cathéter, hein, comme ils disent en Corrèze. Mais aujourd'hui, quelque part, je quitte aussi. Je quitte pour servir, pour aimer, pour épouser vraiment une autre terre, cette terre de la Drôme. Et c'est pas que des mots, hein, il y a vraiment un arrachement, ce qui ne veut pas dire que j'aime moins la Lozère, mais on pourrait dire que mon cœur s'élargit
pour aimer, à partir de tout l'amour que j'ai ici, aimer aussi cette terre de la Drôme et tous ceux qui l'habitent. Bien qu'attaché à la Lozère, il partira faire ses études d'ingénieur à l'INSA de Lyon. Il obtiendra un doctorat en théologie à l'Université catholique en 2011. C'était pour moi très intéressant d'approfondir la foi chrétienne et surtout de vérifier qu'elle tient la route, qu'elle est rationnelle, que ce n'est pas quelque chose de futile, de magique ou voilà, qui serait inventé. Non, c'est fondé et on le voit avec des penseurs non chrétiens, non croyants, qui reconnaissent cet atout et ce bien fondé à la pensée, à la théologie chrétienne. Et même, je dis souvent, pour notre pastoral, tout ce qu'on a engagé, il faut pouvoir l'ancrer dans la théologie, dans une réflexion, pas faire n'importe quoi, c'est très important. Puis l'évêque, c'est aussi celui qui, bien sûr, annonce la parole de Dieu avec d'autres, qui célèbre les sacrements et puis qui gouverne la vie du diocèse. L'évêque, il entre dans la succession apostolique, dans le collège des évêques. Et Monseigneur François Durand, comme nous tous, eh bien, il a deux épaules. Une épaule pour son diocèse, le diocèse de Valence, et une épaule pour l'Église universelle. Il aura certainement à rendre bien des services dans l'Église de France, qui est heureuse de l'accueillir aujourd'hui comme nouvel évêque de Valence. Il a su se rendre disponible aux uns et aux autres dans les paroisses, services et mouvements, nous rappelle Monseigneur Bertrand, avant de conclure par la gratitude pour ce que le Père François Durand a apporté à l'Église de la Lozère et à son ministère épiscopal. L'évêque d'un diocèse, il est chargé de guider, comme un berger qui conduit son troupeau, de toujours rappeler que c'est Dieu qui est là, qui nous rencontre, qui vient nous témoigner sa tendresse, sa miséricorde, qui vient nous visiter. Et puis l'évêque, il doit servir l'unité dans son diocèse avec des personnes très différentes. L'unité, c'est pas l'uniformité, bien au contraire. Une unité qui est au service de l'annonce de l'évangile, de la mission. Voilà, c'est pas une unité pour être entre soi, c'est une unité pour servir, pour aller vers les autres. Une prière sera célébrée en présence des deux évêques le lundi 12 février à 18h à la maison diocésaine de Mende. La célébration de l'ordination épiscopale est fixée au dimanche 10 mars à Valence. Ah oui, alors j'ai écrit au pape le jour de Noël, je n'avais jamais écrit au pape, pour lui dire que j'acceptais d'être nommé évêque à Valence, et puis aussi pour lui manifester combien j'étais en communion filiale avec lui et avec ses orientations, son ministère. Le jour de Noël, c'est le jour de mon baptême, donc j'ai écrit au pape pour le 50e anniversaire de mon baptême. Pour moi, c'était quelque chose de très important. La loi 3DS a été votée le 8 février dernier. Elle impose aux communes de nommer les voies et de numéroter toutes les maisons et autres constructions. Cette ambition s'inscrit dans la volonté d'offrir un meilleur service pour la livraison du courrier et des colis, mais également pour faciliter l'accès des secours. Nous allons découvrir dans ce reportage le village de Champerbousse, en Lozère, qui a choisi d'impliquer ses habitants de manière participative dans la sélection des noms de rues. Un reportage d'Éric Michel. On le sait aujourd'hui en Lozère, pas d'adresse signifie parfois que le facteur doit connaître les gens avec le nom et le prénom. On le voit souvent dans les petites communes, il y a plusieurs familles avec le même nom, donc c'est vraiment le prénom qui différencie chaque point de distribution. La précision du dernier mètre dans nos campagnes, une priorité pour les services de secours, les sociétés de livraison ainsi que les systèmes GPS. Voilà notamment l'objectif recherché par la loi 3DS. Une obligation pour les élus et leurs conseillers municipaux qui passe par la dénomination et la numérotation des rues de nos villages. Régulièrement, les facteurs ou les livreurs s'arrêtent à la maison pour demander un tel. Donc on s'est dit qu'il y avait vraiment un problème. Et de toute façon maintenant, c'est réglementaire. Il faut que les villages aient des noms. Les numéros seront mis par la poste. Mais nous avons décidé que les habitants devaient participer à l'adressage de leur village. Parce qu'ils connaissent la vie du village. Et d'ailleurs, tous les noms ont été choisis par les anciens du village. Si pour les villes de plus de 2000 habitants, c'est fait, juin 2024 est la date butoir pour les hameaux, les lieux-dits et les villages de France. Votre adresse avant l'adressage, c'était quoi ? Il n'y en avait pas. On mettait quoi quand on vous... On mettait le village, Champerbousse. Et tout le monde se connaissait, en fait. Et même les préposés à la poste savaient exactement où aller. Bon, c'est pas plus mal.
Adoptée en février 2022 par l'Assemblée nationale et le Sénat, la loi 3DS comporte une série de mesures telles que la différenciation, la décentralisation, la déconcentration visant à répondre aux besoins des collectivités locales. La loi définit les compétences communes interco. Si elle impose l'adressage à des fins de simplification de l'action publique locale, cela est aussi nécessaire au niveau national. Pour la Poste, l'adressage du courrier avec une adresse, je dirais, correcte, c'est-à-dire un numéro, une voie, ça a un impact sur la mécanisation du courrier. La mécanisation du courrier, c'est ce qui permet de traiter le courrier par les machines, donc d'être plus rapide. Alors, dans cette mission d'adressage, les mairies ont reçu une invitation du site gouvernemental Mes adresses afin de définir la dénomination des rues. La commune reste totalement maître de ses déclarations. Des modifications ultérieures restent possibles sur la plateforme. Si la démarche se fait en autonomie, la mairie peut se tourner vers l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour les aider. Elle peut aussi s'attacher des conseils d'un prestataire extérieur. La Poste, effectivement, elle entretient ce lien-là entre les municipalités et le facteur, les entreprises le facteur et aussi les clients particuliers et le facteur. Et justement, à la Poste, l'expérience historique du terrain est un atout incontesté. C'est la seule entreprise de France qui est en contact quotidiennement avec ses clients en tout point du territoire. Ils peuvent même vous dire l'état des routes, c'est vous dire. L'établissement est en première ligne pour conseiller les élus et les administrés dans leurs choix et obligations légales. Il s'agit d'une prestation payante. On part sur une prestation d'1 an qu'on découpe en 4 étapes. La première étant une réunion de cadrage durant laquelle on présente le calendrier des étapes à la commune. On détermine également le point de référence et le système de numérotation. Et donc à partir de là, les choses suivent leur cours. Donc une deuxième étape qui consiste en un diagnostic des voies de la commune, qu'on appelle audit et conseil, au cours de laquelle on présente le diagnostic à la commune et on fait une proposition de découpage également. Une fois la procédure engagée, 2 autres étapes vont suivre, dont le référencement sur le site officiel de l'État. On a fait 2 réunions là, sur le secteur du COS et on a demandé à la population de participer pour venir décider, faire des propositions du moins. Et puis après, au niveau du conseil municipal, je pense qu'on validera ces différentes propositions. Mais ça permet aussi aux gens de discuter, de trouver un compromis et peut-être se rappeler l'historique du village et ça va permettre peut-être de mettre des rues avec des noms un peu particuliers en se mémorisant certainement des bons moments, quoi. Rue de la Talure parce qu'il y avait un tailleur, rue du Cordonnier parce qu'il y avait un cordonnier et d'autres rues, rue du Ferradoux parce que dans le temps il y avait un très beau Ferradoux où nous pouvions, enfin à l'époque ils pouvaient ferrer tous les bœufs là à cet endroit. Donc bon, le faire revivre ça serait peut-être pas plus mal. Alors, Ferradoux, 1 air ou 2 airs ? Pour les habitants, il est important de se souvenir et de conserver les noms qui ont marqué la vie du village. Au cours des siècles, les noms empreints d'émotion pour certains, d'autant que leurs choix resteront inscrits pour des décennies à venir. Mais oui, tout le monde veut quand même essayer de faire revivre et de respecter tout ce qu'on a connu. Et bon, malheureusement, nous sommes très peu nombreux maintenant à avoir connu tout ça, donc il faut essayer de le faire revivre. Et finalement, cet adressage, c'est une bonne chose. Les débats passionnés se sont déroulés lors de 2 réunions organisées durant les fêtes de fin d'année. On encourage les communes à conserver au maximum l'historique dans la dénomination de leur voie. Pour exemple, sur la commune de Villefort, on va retrouver la rue de Bayard, qui est en fait la rue dans laquelle ont été relogés les habitants du village englouti au moment de la construction du barrage. Si comme à Chodérac, vous avez choisi d'appeler un chemin le chemin Modestine en référence à l'ânesse de Stevenson, la date limite pour déposer le dossier de l'adressage est fixée au 1er juin 2024. Mais ça, c'est pas gagné car seulement la moitié des communes françaises seraient à jour. Après, à ma connaissance, il n'y a pas de pénalité prévue. Et l'important étant pour les communes de pouvoir démontrer qu'elles ont au moins entamé ce projet d'adressage. Il ne faut pas se leurrer, on a encore un potentiel en Lozère de 50 communes à refaire l'adressage sur un peu plus de 150. Donc on a un travail énorme puisque
l'aide à la dénomination des voies, la construction du projet, c'est un processus qui prend plusieurs mois. Le fait de mettre des adresses, c'est-à-dire des noms de rues ou des numéros à chaque résidence, ça a permis de mieux acheminer le courrier. Alors je pense que ça a amélioré surtout, moi je classe les habitants de la commune en deux catégories, c'est-à-dire une catégorie sédentaire et une autre catégorie plus itinérante. Plus important, c'est donc la saisie de la base adresse locale. C'est ce que doit fournir la commune à la base adresse nationale en fait. Et en parallèle, on fournit aux communes un fichier Excel qu'on appelle ancienne nouvelle adresse, qui fait la correspondance entre les anciennes adresses et les nouvelles. On fournit également un fichier Excel qui s'appelle projet clos et qui fait la correspondance entre les parcelles cadastrales et les nouvelles adresses créées. Et puis après, sur la numérotation, il y a deux possibilités. Soit la numérotation classique, avec côté pair et impair, soit la numérotation métrique, c'est-à-dire qu'à partir d'un point, on calcule en mètres. Et toujours avec côté pair et impair, mais pour le coup, ce sera le nombre de mètres qui va définir le numéro. Et pour ce qui est des chiffres, la France compte pas moins de 26,4 millions d'adresses postales. Tout ça réparti sur 2 375 000 voix en France. Pour ce qui est de la Lozère, 26 communes ont été accompagnées ou sont en cours d'accompagnement par la Poste en 2023-24 et 10 ont totalement terminé leurs actions pour l'année 2023. 617 voies ont été créées en 2023 en Lozère. Ensuite, une fois toutes ces formalités accomplies, il reste à la mairie la charge, y compris financièrement, de faire fabriquer et installer les plaques des noms de rues et des numéros correspondants. Le plus long, c'est de mettre en place vraiment le côté technique, de mettre les panneaux, les plaques, les numéros, tout ça c'est assez long parce qu'il faut... On pense que c'est facile, mais il y a toujours des petites retouches à faire. On fera appel certainement à une entreprise pour faire des plaques et les poser aussi dans les différentes rues. Mais il y a beaucoup de travail parce qu'il doit y avoir dans les 70 hameaux ou villages dans la commune, alors il y a beaucoup de travail. Bon, maintenant, le plus compliqué reste à se mettre d'accord sur la prononciation du nom du village. Champerbous vient du patois champs herbeux, Champerbous, donc Champerbous. Donc on prononce le S, donc on dit Champerbous. Champerbous. Moi je dis Champerbous. Oui, on le prononce un peu comme on veut et comme on peut. Et surtout on vient nous voir à Champerbous parce que c'est un beau village. Voilà. Je vous rappelle que nous avons choisi de faire ce JT bimensuel, itinérant et en direct. Je vous remercie de nous avoir suivis. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous le jeudi 1er février à Dire-en-Lozère.